Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jafar Kalinassiri, je suis professeur à l'université Hassan II de Casablanca et ancien président de cette même université. J'interviens dans le cadre de Erasmus+, en tant que Higher Education Reform Expert pour le Maroc. Comme vous le savez, en cette période, les universités marocaines connaissent une situation particulière en raison de la pandémie du Covid-19. En raison de cette pandémie, les cours en présentiel ont été suspendus dans l'ensemble des universités marocaines à compter du 16 mars 2020. Après cet arrêt, en même temps, simultanément, une continuité pédagogique a été mise en place. En fait, cette situation s'est traduite par un arrêt de l'ensemble des cours en présentiel, de l'ensemble des enseignements en présentiel, dans tout le système éducatif et en particulier dans les universités, l'enseignement supérieur. Il s'agissait donc à compter du 16 mars de trouver les moyens d'assurer des enseignements aux étudiants via des technologies numériques. Une semaine après, le 16 mars, des cours ont été mis en ligne sur les plateformes des universités. Donc l'ensemble des universités marocaines disposaient de plateformes et d'environnements numériques de travail, de NT, qui ont été mis en place auparavant dans différents projets, différentes actions qui ont eu lieu la décennie précédente. Et donc tout ce matériel et toute cette technologie a pu être exploitée en vue d'assurer la continuité pédagogique. En fait, à ce jour, donc en fin juin 2020, c'est plus de 110 000 ressources numériques qui ont été mises en ligne durant cette période sur les différentes plateformes des universités. Et ces ressources ont commencé à être mises en ligne à partir de la première semaine qui a suivi l'arrêt des cours. De sorte que les étudiants ont pu, tant bien que mal, suivre un enseignement via ces plateformes en ligne. Il convient de souligner que dans ces 110 000 ressources numériques, on trouve beaucoup de fichiers PDF qui étaient en fait des notes de cours d'enseignants qui ont été mises à la disposition des étudiants pour qu'ils puissent poursuivre le cours. Et il y a beaucoup de fichiers sous forme de diaporamas, de diapositives PowerPoint, avec ou sans commentaires audio insérés, avec des vidéos aussi qui ont été mises en ligne très rapidement et dans beaucoup d'enseignements. Il y a aussi eu beaucoup de cours en ligne des enseignants qui ont mis en place un enseignement à distance structuré semaine après semaine avec différents cours qui étaient mis en ligne avec des ressources correspondantes mises en ligne, etc. Il faut bien noter que pour l'université marocaine, cette étape était très particulière. C'était une mobilisation sans précédent des enseignants. C'était remarquable comme phénomène, je dirais. Face à la nécessité, la réaction a été réellement très très positive et l'ensemble des enseignants ont fait l'effort nécessaire pour rapidement mettre en ligne des enseignements et des cours et des ressources qui permettent aux étudiants de poursuivre leurs études. Il s'agit réellement d'une rupture par rapport à la situation ante, à savoir face à un certain l'immobilisme de l'enseignement supérieur face à une tradition très installée. Ici, il convient de noter que dans une situation exceptionnelle, la réaction a été extrêmement rapide, extrêmement efficace et loin de tous les immobilismes que l'on connaît ou que l'on connaissait dans les universités. Le but de mon intervention est d'essayer de retracer un peu cette période avec ce qui constitue des avancées et les défis qu'il convient de relever par la suite rapidement en traçant très rapidement ce contexte. Donc ces technologies numériques ont été exploitées de manière très avancée durant cette phase et on a vu se multiplier les conférences par webinaire, enfin toute l'activité universitaire a basculé du présentiel vers le virtuel et vers les plateformes. Ce que l'on peut retenir de cette période. D'abord, cet enseignement à distance a constitué une excellente réponse pour assurer la continuité pédagogique dans des conditions de confinement. Il n'y en avait pas de meilleur possible à ce moment-là. Donc ça constitue une excellente réponse, ça permet effectivement de pallier au problème du confinement et à l'absence de présentiel et ça constitue une solution de rechange tout à fait remarquable dans ces conditions.
Cependant, autant il convient de souligner tout l'intérêt de ces solutions, il convient aussi de dire que beaucoup d'acteurs de l'enseignement supérieur, des enseignants, des étudiants, différentes personnes qui interviennent au niveau des enseignements dans l'enseignement supérieur, et je pense dans les autres cycles de formation, ont aussi noté les limites de ces technologies et les limites de ces formules. Effectivement, il semblerait que dans le présentiel, il y ait des formes de communication que le virtuel n'arrive pas à reproduire. La présence dans un amphithéâtre, ou la présence dans une salle d'enseignement, ou la présence dans une salle de travaux pratiques ne peut pas être remplacée par le virtuel de manière totale. Il y a des volets de la communication qui ne sont pas reproduits par les outils numériques. Donc c'est une limitation. On a aussi relevé qu'il était difficile d'assurer une interaction forte avec des groupes d'étudiants. Des choses qu'on peut éventuellement mettre en place dans un enseignement présentiel, une interaction avec les étudiants, cette interaction est affaiblie à travers les technologies numériques. Il y a aussi, il conviendra sans doute de revenir sur quelles sont toutes les voies de communication utilisées pendant un enseignement présentiel et quelles sont celles qui sont handicapées en passage par le virtuel. Parce qu'il semblerait que la voix soit présente, l'image est présente, les contenus sont présents, mais une autre forme de communication ne passe pas à travers ces technologies. Entre autres, la dynamique de groupe, les interactions entre les étudiants eux-mêmes, qui a du mal à passer, puisque pendant un cours, pendant l'enseignement, les étudiants discutent entre eux, échangent des idées, échangent des points de vue, posent des questions à leurs voisins, et cette discussion enrichit le contenu de l'enseignement. Il y a aussi un problème qui a été rencontré, c'est que il y a une difficulté, il y a parfois des difficultés d'accès aux connexions Internet. Tous les étudiants ne disposent pas d'une connexion Internet fiable qui soit à un prix abordable pour les étudiants, que les étudiants puissent assumer le coût financier de ces connexions, souvent plusieurs fois par semaine, pour assurer la continuité des enseignements. Il y a aussi un autre volet qui est extrêmement important et sur lequel il faudra sans doute revenir, c'est que les formes d'enseignement via les technologies numériques nécessitent des ingénieries spécifiques, une ingénierie de formation spécifique. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'ingénierie de formation a longtemps été un parent pauvre, la pédagogie universitaire n'a pas toujours été la bienvenue dans les universités classiquement, et beaucoup de difficultés ont été rencontrées lorsqu'on a souhaité introduire une pédagogie une pédagogie universitaire. Donc les technologies numériques remettent ce problème en avant-plan, au premier plan, en reposant la question de l'ingénierie de formation et des méthodes pédagogiques adaptées pour différents types d'enseignement. Je pense qu'il s'agira d'une opportunité pour l'enseignement supérieur, à la fois pour développer des contenus en e-learning qui soient efficaces et utiles pour les étudiants, mais aussi pour revenir sur le renforcement de capacités en matière de pédagogie universitaire pour le corps enseignant. Quatre remarques que je voudrais souligner, peut-être avant de conclure cette vidéo. Les technologies numériques sont venues pour une globalisation, c'est-à-dire que c'est dans le sillage de la globalisation du village planétaire et les technologies numériques, en effet, sont là pour raccourcir les distances, pour rapprocher les gens, pour rapprocher les individus et permettre de travailler de manière collaborative et en direct via Internet avec quelqu'un qui peut se trouver avec des milliers de kilomètres. Et donc, on lit, il y a une liaison qui s'est établie entre les technologies numériques et l'internationalisation de l'enseignement supérieur, et puis sa globalisation. On a constaté, durant cette phase particulière, que les étudiants n'ont pas cherché à avoir des cours sur des plateformes internationalisées. Au contraire, ils se sont focalisés sur les plateformes de leur propre université, voire de leur propre établissement. Et que donc, paradoxalement, ces technologies numériques restent très locales. Ça veut dire que leur utilisation forte, l'étudiant est lié à un établissement universitaire, à une formation, voire à un cours spécifique, à des cours spécifiques, et cette liaison est forte et fait que
même si des cours sont faits à distance, l'étudiant voudra avoir le cours qu'il reçoit dans son université à distance et pas celui dispensé dans d'autres universités à l'étranger ou dans d'autres universités. C'est quelque chose de remarquable, cet ancrage de l'étudiant à son établissement, c'est sans doute en relation aussi avec l'appartenance à un groupe d'étudiants, à un groupe à ses camarades de classe, et qui apporte une plus-value à la formation. Donc ceci est aussi quelque chose qui interpelle et qui demande à être pris en compte. Il y a naturellement l'apport du présentiel, que je l'ai déjà signalé, qui n'est pas facilement remplaçable. Et puis il y a un volet sur lequel des progrès sont à faire, c'est celui des évaluations des étudiants, des examens, des évaluations, où les technologies numériques n'arrivent pas encore à apporter une réponse, je dirais, satisfaisante, entièrement satisfaisante. Il existe naturellement des moyens de faire des évaluations à distance via des systèmes de type QCM ou via actuellement des outils, des softwares adaptés. Il existe des softwares pour cela, LIMS et d'autres. Mais on n'a pas encore d'outils réellement performants qui permettent de réaliser des évaluations pour les étudiants avec je dirais, le même niveau de performance que pour les cours ou les enseignements. Et puis, il y a aussi quelque chose sur lequel il faudra revenir, sans doute, au niveau du Maroc, mais aussi globalement, plus globalement, c'est le cadre juridique approprié, puisque les universités délivrent des diplômes, et tout cela est encadré par un système, par des règlements universitaires, des règlements d'université, mais aussi un cadre juridique qui va au-delà. Et donc, ce cadre juridique doit s'adapter plus encore, de manière plus avancée, aux différents dispositifs qui peuvent être mis en place pour l'utilisation de technologies numériques et d'enseignement à distance. Quelles idées on pourrait commencer, quelles pistes on pourrait commencer à regarder pour l'université après le Covid-19, si tant est qu'on puisse parler d'un après-Covid, ou du moins dans les mois et les années à venir. Il semblerait que l'université après Covid sera une université hybride. Abandonner l'université présentielle n'est pas une solution, ne semble pas être une solution définitive, même si certaines universités, parmi les plus prestigieuses, ont adopté ce mode de fonctionnement. Mais il semblerait que de manière générale, ça ne soit pas la solution qui puisse être retenue. Et on s'oriente vers une université hybride. Nous avons bien des véhicules hybrides, et donc il semblerait que l'université fasse l'objet aussi de ce phénomène et devienne une université hybride où le présentiel garderait une part importante, puisqu'il est nécessaire pour à la fois les dynamiques de groupe qui s'instaurent, pour la communication en présentiel, pour l'apport du présentiel à la formation et l'efficacité du présentiel, mais aussi des outils à distance devront être utilisés parce qu'ils ont aussi leur apport et ils apportent énormément de choses. La réduction des déplacements, la possibilité de revenir sur des enseignements, c'est réellement une plus-value et je pense que beaucoup d'enseignants en ont pris acte et ont mesuré l'apport que pouvaient avoir ces technologies sur les universités. Il y a aussi la socialisation, beaucoup en parlent pour revenir sur cette socialisation. L'ingénierie de formation, on en a parlé, il faudra y revenir. Le cadre juridique. Maintenant, pour conclure, je souhaiterais dire que l'université est une organisation qui est ancienne, qui a plus de 1000 ans. Les premières universités, celles reconnues comme telles, je pourrais citer l'université Al-Qarawiyyin à Fès en 800 quelques, qui a été fondée en 800 et quelques, donc c'est des universités qui ont 1200 ans. L'autre université aussi du monde arabo-musulman, c'est l'université La Zaytouna en Tunisie, il y a l'université à Bologne en Europe. Les premières universités, ce sont des organisations qui sont extrêmement anciennes et qui ont survécu à énormément de crises et qui ont su à chaque fois trouver, s'adapter et trouver les voies. Elles existent toujours dans une forme qui a peu changé, il faut bien le reconnaître. Le cours en amphithéâtre et le cours magistral est quelque chose qui est extrêmement ancien. Elle continuera sous d'autres formes, avec une hybridation éventuellement, sous d'autres formes, elle continuera sans doute avec l'apport des gens qui sont dans les universités. Merci pour votre attention.